Ça va? Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous les participants de cette table ronde, de cette première table ronde de ICRT. Je suis extrêmement heureux d'être ici avec vous. Merci beaucoup de m'inviter à être ici. Nous allons commencer, je vais parler en portugais. Nous allons commencer notre table ronde, qui est la première de ce colloque. Et Arthur va faire la présentation. Você vai fazer a moderação junto com o Vincent Tu vas faire Vechambre, la que modération está avec aqui. Vincent. Então, oui. eu vou simplesmente fazer uma passagem e je passe la Je parole à vais Vincent qui est passer là. rapidement le son. Merci Arthur, et puis bonjour à toutes et à tous. Alors, donc nous allons effectivement poursuivre. Alors, je vais peut-être garder sous les yeux mon programme, ce sera plus prudent, de sorte que je vous invite en fonction de l'ordre. Alors, je vais me rapprocher du disque, oui. Alors, le fameux disque qui est le deuxième micro, hein, c'est bien ça. Voilà, cette espèce de soucoupe volante, effectivement. Alors, je vais me mettre ici pour vous appeler, donc ceux et celles qui seraient dans la salle, donc pour cette table ronde intitulée L'urbain et l'image. Alors, donc, j'ai aperçu donc Olivier Oquidan. Voilà. Peut-être qu'on peut d'ores et déjà se regrouper, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, nous ferons signe tout de suite après à nos collègues qui sont au Brésil. Alors, est-ce que Quentin Bazin est arrivé? Oui. Et puis, je serai la troisième personne en présentiel, a priori. Donc, Vincent Vechambre. Ce que je vous propose d'ores et déjà, c'est d'intervenir peut-être à la fin, comme ça je me mettrai du côté du public, comme l'a fait Arthur tout à l'heure, ce sera plus simple. Donc j'interviendrai en dernière position. Et puis donc je vais faire appel donc, à Luciano Bernardino d'Acosta. Est-ce que ce collègue est avec nous ? Je vais tout de suite passer de l'autre côté, ce sera plus simple. Estou aqui presente. Muito obrigado. Oui, ça va, je suis ici, présent. Bonjour et enchanté. Je serai le médiateur et également auteur de la première œuvre à être présentée avec João-Vitor Magnanti. Je suis professeur de l'Institut d'architecture et d'urbanisme de l'Université de São Paulo et João-Vitor est mon étudiant. Il va présenter donc son travail et les considérations nécessaires et je vais compléter ce qu'il va dire. Alors, je passe la parole à João-Vitor. Je rappelle juste que nous avons Bonjour, donc 8 minutes. Je n'ai pas eu le temps de rappeler les consignes. Voilà, je vous laisse la parole. Bom, bom dia, meu nome é João. Bonjour, je suis João-Vitor et je vais vous montrer mon travail, les métropoles dans la photographie urbaine, circuit virtuel et imaginaire, fait par moi et par mon professeur. Je vais vous présenter les principaux points sur cette recherche, en commençant par la partie théorique et en terminant par les images. Ce travail essaie de mettre à l'avant une discussion soulevée en 2019. Nous sommes basés sur le travail de Thomas Strutz, commenté par Richard Stannard dans le livre de Lieux inconscients. Et nous avons donc un registre de Bergers et Mercedes avec un commentaire du XXe siècle. Ils sont professeurs à Düsseldorf en Allemagne. À partir de ces photos, nous avons exploré les dimensions éthiques et politiques de ce livre pour produire des réflexions et des théories sur la ville. Alors, un peu à l'avant, nous avons commencé avec quelques questions qui nous ont permis de formuler une hypothèse basée sur ces stratégies de réélaboration
et qui sont le point de diffusion d'une image avec un environnement virtuel. La première est nous pouvons penser à des sites spécialisés sur des images ou comme des archives ou plutôt comme une collection comme celle de Dr. Benjamin. Et au-delà de l'archive d'inventaire que nous avons commencé à étudier, nous avons commencé donc à explorer à partir de 2020 les dimensions théoriques et méthodologiques de la collection, de la constellation de l'inventaire et en croisant cela avec ce que nous avons étudié avant. Dans ce sens, nous avons continué à produire des réflexions sur l'urbain basées sur ces images, associées cette fois à des circuits numériques spécialisés en photos et les théories sur les villes et la conception des villes génériques. Je vous ai amené quelques images que nous avons étudiées du point de vue de la collection comme une archéologie du savoir. Des passages, par exemple, il y a cette citation de Benjamin qui nous la réalisation de l'histoire et les transformations qui ont lieu au début du XXe siècle en construisant une conception de la ville qui est moderne. La photographie à côté vous montre la photo du recueilleur du collectionneur, celui qui cherche à travers la collecte à disloquer les objets de leur lieu initial et les réinsérer dans un nouvel environnement en leur attribuant un nouveau sens. Et il dit qu'il est décisif de l'art de collectionner que l'objet soit délié de toutes ses fonctions primitives pour pouvoir créer une relation plus intime avec ce qu'on peut imaginer comme ce qui lui est semblable. Le profond enchantement du collectionneur consiste en inscrire l'objet particulier en un cercle magique dans lequel il s'est mobilisé. À la même époque, Aby Warburg réalisait justement son travail, une espèce d'archéologie du savoir, à partir de laquelle il interprétait et reconstituait l'histoire de l'art qui était l'objet de son étude. Et commente qu'un atlas commence fréquemment, et nous devons le vérifier d'une façon arbitraire ou problématique quant à son objectif. Il nous remet fréquemment à l'occurrence d'une nouvelle région, d'un nouveau domaine de savoir à être exploité ou exploré, de façon qu'un atlas n'a jamais la forme qu'on pourrait dire définitive. Ce nouveau domaine de savoir est une nouvelle façon de voir l'histoire qui n'est plus linéaire ou chronologique, mais à partir de constellations d'une façon spatialisée. Et je souligne ici également le domaine opératoire de l'atlas qui est la table, qui est défini par un champ infini où l'on définit les espaces de constellation et on peut définir les configurations pour faire surgir d'infinies relations et associations. Ce qui nous mène finalement à cette expérimentation avec les images. Comme on essaie de reproduire ici l'espace urbain à travers les images, nous avons fait une recherche à travers les photos qui nous permettent de penser de cette façon. Comme nous sommes au milieu d'une pandémie, l'impossibilité de nous rendre dans les bibliothèques pour chercher dans les livres nous a mené à réaliser des recherches sur Internet dans des circuits spécialisés, surtout centrés sur les paysages urbains, ce que l'on cherchait. Et nous avons ici une édition des photos de ville de ce Landscape Histories. Nous avons donc fait d'abord une recherche sur la constitution du magazine numérique lui-même, qui le produit, qui le finance, quel est le public cible, etc. Ensuite, nous avons recueilli toutes les photographies, qui sont 29, qui sont appelées cities, les villes, de plusieurs photographes dans le monde entier, et nous les avons placées sur une table. Comme c'était des images numériques qui sont dans un milieu numérique, nous avons dû agir d'une façon numérique. Alors, nous avons utilisé la plateforme Miro qui nous a permis de travailler avec ces images. Après avoir sélectionné environ 361 photos pour l'édition qui était choisie, nous avons commencé à parcourir cet univers d'images pour établir des relations entre les photos et créer des constellations qui nous permettent de construire le paysage urbain. À la fin, nous avons créé 11 constellations en tout et nous avons mesuré l'archéologie de la surface à partir du croisement de l'espace et des ciudades génériques.
Il commence dans ce texte que la ville générique a perpétué l'amnésie et l'archéologie sera à l'épreuve de l'oubli. Nous avons présenté l'hypothèse d'une image de ville construite sur une tension entre le passé et le présent comme discipline pérenne où les constructions apparaissent à mesure que le nouveau se renouvelle. Nous avons donc ici une liaison avec l'histoire de la ville. Et là, je souligne les entités. Et l'auteur commente que la ville a un manque d'identité dû à la rupture d'une relation avec le passé au fur et à mesure que la ville se développe et que le paysage devient plus homogène. Et finalement, nous cherchons à travers cela les images de pensée, les images visuelles qui seraient la théorie et les photographies qui vont produire donc une archéologie du savoir c'est une archéologie de surface avec des différentes conceptions de ville pour réaliser une lecture critique sur la production, l'histoire et l'image de la ville construite dans l'espace, dans les temps courants, la ville contemporaine. Ce sont quelques références utilisées dans cette présentation et je veux remercier et donner les crédits à tous ceux qui ont participé dans l'équipe pour l'édition des sites. Merci pour l'instant, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, Joan Mariotti, d'avoir bien respecté le temps. Merci beaucoup. Et puis, on va donc enchaîner avec la présentation de Quentin Bazin. Donc, pour une présentation, pour une communication intitulée « Villes imaginaires brutes, arpenter l'étrange et le familier », je vous laisse le temps de positionner votre diaporama. Et puis, on repartira pour un sprint, certes un petit peu plus long que pour nos collègues précédents, qui effectivement ont eu bien du mérite, mais qui reste malgré tout de 8 minutes. Ce qui nous laissera le temps ensuite d'échanger et de revenir sur les aspects qui auront été abordés forcément de manière un petit peu rapide dans certains cas. Donc je vous laisse la parole. Alors, nous l'avons à l'écran, mais est-ce qu'il est accessible sur Zoom, c'est ça? C'est bon? Tout le monde y a accès? Bonjour, merci de l'invitation et de l'organisation du colloque. Moi, je vais parler en quelques minutes. J'allais me plaindre sur le fait que 8 minutes, c'était court, mais en fait, les personnes précédentes parlaient que 5 minutes. Un tout petit peu près du micro. Ah oui, c'est mieux comme ça, oui. OK. Donc voilà, bon, 8 minutes, c'est court, mais c'est mieux que 5 finalement. Donc bon, je me sens déjà chanceux. Ça va? OK. Donc moi, je vais vous présenter quelques artistes qui ont peint, dessiné et construit des villes imaginaires. J'ai croisé leurs œuvres dans le cadre de ma recherche sur l'art brut. Et là, pour le petit temps de communication, j'utilise l'adjectif brut en référence à un art socialement marginalisé. Donc tous ces auteurs-là que je vais présenter, il y en aura 4, sont neurodivergents, ont vécu différentes formes de mise à l'écart, et en fait, par leur création, ils arrivent en quelque sorte à se sauver. Donc 3 dans un premier temps. Le premier, c'est Norimitsu Kokubo, qui a un peu plus de 25 ans, qui habite au Japon, qui dessine, donc a commencé à dessiner avec des tout petits formats et qui va maintenant sur des formats qui sont très grands, qui font plusieurs mètres de long, avec du feutre de couleur. Et il est passionné par les machines, les véhicules, et puis ensuite par les villes, où il fait... Alors la première, j'arrive pas à la récupérer, je suis désolé, mais on reviendra dessus après, je pense. Voilà, le deuxième, c'est Marcel Storr. Je les passe en revue, puis on en parlera un peu après. Le deuxième, c'est Marcel Storr, qui est ici, donc qui était balayeur au Bois de Boulogne à Paris, et qui fait partie de la catégorie des dessinateurs clandestins, c'est-à-dire qu'il a tenu secret toute sa production pendant toute sa vie, mais en ayant l'intuition que plus tard, elle allait être retrouvée pour reconstruire Paris, qui aurait été détruit par les États-Unis. Enfin,
Donc c'est des plans de ville très concrets pour reconstruire une ville. Lui, il utilise la mine de plomb et puis des encres de couleur. Et voilà, et j'ai une peinture de Van Genk, donc, qui est un artiste néerlandais qui se sert aussi bien du dessin, de la peinture, et aussi il fait des collages, des montages de plusieurs éléments de ville, souvent avec beaucoup d'inscriptions. L'enjeu maintenant, ce serait de dire à partir de ces 3 figures, et la 4e, en fait, ça va être difficile de le faire à distance, parce que c'est un bouquin là-bas, et je me rends compte que c'est pas le bon PowerPoint, mais c'est pas grave, de dire avec ces figures, qu'est-ce que ce serait une ville brute. Donc là, le but, c'est pas faire un archétype ou quelque chose qui vaudrait pour toutes les productions des artistes bruts, mais simplement quelques ressemblances formelles, des ressemblances littérales. La première des ressemblances entre ces villes, c'est qu'elles sont toutes très hybrides, très mélangées, à plusieurs niveaux. En fait, elles proviennent de différents ordres de réalité, donc elles proviennent de l'imagination, c'est des villes rêvées, elles proviennent de l'étude, c'est des gens qui s'intéressent aux cartes postales, aux cartes aux villes, aux guides touristiques. Et puis aussi, elles fonctionnent à partir des souvenirs, elles se nourrissent des souvenirs des villes visitées par ces personnes. Elles sont hybrides aussi parce qu'elles mélangent des architectures. En fait, il y a du rétrofuturisme, il y a des architectures qui se mélangent selon les époques. Et puis, ce sont des villes à la fois à lire, ce sont des villes à raconter. Enfin, bon, elles proviennent de plusieurs univers. Le deuxième point, c'est qu'elles sont excessives. Elles débordent. C'est des villes, on a l'impression parfois qu'elles cherchent à nous donner le vertige par une surcharge d'informations, par une saturation d'éléments. Donc on dit que ces auteurs ont l'horreur du vide ou l'amour du plein. Ce que ça a comme effet, c'est que ça écrase les humains qui semblent les peupler très faiblement. Il y a très peu de figures humaines dans ces villes. Parfois, si c'est des civils, c'est vraiment sous forme de fourmis, mais donc c'est des humains sans qualité, quoi, qui sont tout petits, qui disparaissent. Et sinon, les autres personnages qu'on a, c'est des personnages, c'est des officiels, des gens qui sont en tenue pour contrôler les transports, sont des militaires comme chez Norimitsu Kokubo, qui a tout un truc avec des CRS assez menaçants qui peuplent ces villes. Donc c'est des villes qui montrent souvent une société qui se régule par la violence de ces rapports. Et là, il y aurait quelque chose à tisser en fait sur ces trois thèmes, donc la violence, le débordement et puis le côté hybride de ces villes. C'est des thèmes qui sont très présents dans les villes des jeux vidéo. Je me disais, dans les imaginaires de villes, ce serait intéressant de voir, moi ce n'est pas ma spécialité du tout, mais de voir quelles villes sont produites et proposées aux joueurs de jeux vidéo. Enfin, il y a quelques exemples là qui sont assez pertinents là-dessus. De ces 2 aspects principaux, donc le côté hybride et puis le côté excessif, en fait, ça fait un constat que la ville brute, ce serait une ville qui est surplombée par rien. C'est pas possible de tenir sur elle un point de vue surplombant ou une perspective unique. Et ça se ressent formellement. En fait, souvent, on a l'impression d'être au milieu de la ville. En fait, qu'il pourrait y avoir d'autres pièces qui jouxtent d'un côté ou de l'autre, peu importe. On est tout le temps au milieu, il n'y a pas de lieu d'expertise ou de compréhension privilégiée pour l'appréhender. Ça, c'est aussi lié au fait que formellement, c'est des perspectives, là quand on voit les dessins de Kokubo, où en fait on est obligé de tourner la tête. Ce n'est pas des perspectives classiques, on a besoin de les contourner. Et c'est des personnes qui sont un peu embêtées par le fait que ce soit de la 2D, tellement embêtées que parfois ils passent à la 3D. Donc pour la suite, il va falloir un exercice d'imagination. Il y a un artiste qui fait ce travail de 3D, qui est passé à la 3D parce qu'il était trop frustré de ces villes dessinées, qui s'appelle Marcel Schmitz, et qui a un projet qui s'appelle Vivre à Francisco, qui est en collaboration avec le dessinateur Thierry Van Asselt. C'est des personnes qui se sont rencontrées et qui ont collaboré à un atelier en Belgique, à Vielsalm, qui s'appelle La Grand S, qui fait un super boulot. Et Marcel Schmitz, en fait, il se prénomme lui-même un urbatexte, donc un architecte de l'urbanisme, qui travaille aussi sur une ville imaginaire qui s'appelle Francisco. Et il a créé toute une métropole de carton et de scotch qui est encore en expansion aujourd'hui. La particularité de cette ville, c'est qu'elle se raconte. Là, c'est pas une ville, c'est une ville graphique, mais c'est une ville surtout qui se raconte. Et pour intégrer le narratif de cette ville, Marcel Schmitz entre lui-même dans la ville, devient la ville en enfilant un costume de building. Il devient le seigneur des gratte-ciel, Lord Building, et il peut raconter ce qui se passe dans la ville pour tous les avatars qui sont présents en même temps que lui dans la ville. Donc il a plusieurs personnages qui vivent des aventures dans cette ville. Et à ce moment-là,
Il peut raconter la béatification de Marcel en short, le moment où il écoute de la techno à la douane suisse, ce que lui raconte la frite médiumnique à l'oreille sur les aventures entre MacGyver et Johnny Hallyday. Il parle d'une madone qui conduit un hélicoptère ou les embouteillages de la bonne humeur. Et donc, la ville brute, je ne sais pas si c'est vraiment la ville de demain. Je pense que je suis à peu près au bout du temps. Je ne sais pas exactement. Encore une minute. Très bien. Mais en tout cas, c'est une ville, donc, pour reprendre les premiers éléments, qui ne serait pas centralisée, si ce n'est que par les personnes qui en parlent. Et puis, c'est tout le temps l'œuvre de personnes qui trouvent dans la ville un espace de liberté de création. Et donc, qui font leur propre ville augmentée, qui trouvent des solutions très concrètes pour échapper individuellement au déterminisme social, à la vie institutionnelle. Du coup, ce serait intéressant, enfin, la question pour la suite, et qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ces délires urbains imaginaires pour des projets d'habitation groupée, d'urbanisation. Voilà, c'est un autre sujet, mais je termine juste en disant que pour l'expérience Vivre à Francisco, j'ai apporté le bouquin. Je suis désolé, je n'ai pas pu montrer les images, mais donc là, pendant plusieurs jours, il pourra être là. Je le laisserai par ici, puis je le récupérerai à la fin. C'est un joli ouvrage. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Quentin Bazin. Donc, encore une fois, on est bien dans les temps. Donc, on va enchaîner avec une présentation de Laetitia Betio et Eliane Constantinou. Est-ce qu'elles nous entendent? Il semblerait. Voilà, nous avons donc à l'écran votre présentation. Et donc, je ne sais pas qui de vous deux va intervenir, mais à vous la parole. Bom dia, eu posso começar? Bonjour, je vais commencer. Laetitia, donc. Bonjour, Laetitia. Bom, bom dia, meu nome é Letícia. Bonjour, je m'appelle donc Laetitia, je suis étudiante en dernière année d'architecture et urbanisme à l'Université fédérale du Rio Grande do Sul. Je vais présenter le travail que j'ai réalisé avec la professeure Eliane Constantino qui s'appelle Mémoire, déplacement et superposition. Nous révélons des imaginaires du quartier Floresta de la ville de Porto. Je voudrais commencer donc maintenant en reprenant rapidement le chronogramme de l'événement et les discussions que propose l'ICHT 2021, puisque au long de ma présentation, je vais tenter dans la mesure du possible mobiliser ces termes pour pouvoir essayer de contextualiser la façon dont notre travail s'insère dans ces thématiques si diverses et si complexes. Maintenant, sur l'objet de notre travail, les mémoires, les déplacements et les superpositions associées au quartier Floresta de Porto Alegre, qui est la plus grande capitale au sud du Brésil, le contexte dans lequel notre laboratoire sensoriel pour l'expérience de la dérive collective est donc le quartier Floresta, le plus vieux des 5 quartiers qui constituent la région que l'on appelle les 4 quartiers, 4 districts qui cristallisent dans son paysage différentes périodes d'urbanisation de la ville que je vais vous présenter dans quelques instants. Très rapidement sur l'urbanisation de la ville de Porto Alegre, et en particulier du quartier 4 districts. Donc en 1824, nous avons eu l'arrivée des premiers immigrants qui se sont installés et qui ont installé beaucoup d'industries et de quartiers industriels et ouvriers. En 1870, une route importante appelée Caminho Novo, chemin nouveau, a été créée. Et ensuite, d'autres avenues avec de taille similaire, notamment l'avenue Farrapos, qui ont renforcé la structure routière. En 1940, nous avons eu un moment important pour Porto Alegre, qui a impliqué la migration de ces industries vers la région métropolitaine de la ville, donc plutôt les espaces périphériques. En 1959, la législation a officialisé le 4e district comme étant un secteur à vocation industrielle, y limitant la construction de logements. Et en 1980, il y a eu des travaux pour pouvoir créer un couloir de bus dans l'avenue Farrapos qui ont entraîné la désappropriation de nombreux terrains privés et ont décaractérisé le tissu urbain. En 1999, la législation a flexibilisé un petit peu ces restrictions et le quartier 4e district est redevenu un quartier mixte. Plus récemment, le quartier a été objet de projections assez polémiques
avec un master plan, avec un plan directeur de restructuration totale, soutenu par la spéculation immobilière, la gentrification et les PPP, avec un mandat, avec une gestion municipale néolibérale. En somme, le quartier 4 districts est passé par beaucoup de transformations morphologiques et fonctionnelles au cours des années. Donc maintenant, comment cette expérience de la dérive a eu lieu? C'était une proposition dans le cadre de la programmation de la rencontre régionale d'architecture, des étudiants d'architecture, qui fait partie d'une série d'événements organisés par les militants du mouvement étudiant d'architecture et urbanisme au Brésil. Et la dérive a été une activité que nous avons appelée une expérience vécue, c'est-à-dire c'était ces workshops, ces ateliers à ciel ouvert dans la ville. Nous marchions afin de construire des débats sur la thématique des marges mises en tension entre la limite, le bord et l'extrémité. Pour le 4e district qui se trouve également à la limite de la ville, au bord de la ville, c'est un sujet très pertinent. La dérive collective a cherché à promouvoir la sensibilisation de ces étudiants venus de tout le pays, qui ne connaissaient donc pas nécessairement le territoire, et qui ont reconnu donc ces mémoires urbaines et culturelles, permettant ainsi que le groupe identifie des standards sensoriels pendant le parcours et afin de promouvoir donc des mémoires à travers des collages d'affiches qui représentaient des images anciennes de la ville de Porto Alegre pour les gens qui passaient par le quartier. Donc, pour élaborer ces affiches, vous vous demandez probablement si le trajet avait été établi auparavant, mais non, parce que sinon, ce n'aurait pas été une dérive. Donc, moi et avec la professeure Eliane, nous avons construit ces affiches en pensant justement aux possibilités de paysages par lesquels nous allions passer, mais nous avons laissé le groupe être guidé spontanément par son intuition collective dans le groupe, définissant ainsi des trajets qui leur semblaient intéressants et à partir de la compréhension spatiale individuelle que chacun pouvait ressentir, notamment à partir de la façon dont chacun voyait l'espace. Et c'est la raison pour laquelle nous avons imprimé beaucoup d'affiches que nous n'avons pas affichées puisque nous ne sommes pas passés devant les endroits en question. Bien que nous ayons pensé plus ou moins un trajet à l'origine, c'est le groupe qui a défini le trajet véritable. Voici quelques images du groupe. Dans cette analyse, nous avons utilisé la notion de connaissance d'Emmanuel Kant et je vais essayer de résumer la façon dont nous avons appliqué ces concepts à partir de l'analogie suivante. Si nous mettons des lunettes jaunes, elles vont altérer tous les aspects de notre expérience visuelle. Donc, même si l'on a conscience que nous sommes en train d'utiliser un filtre, c'est-à-dire les lunettes, ce filtre altère tout ce que nous voyons puisque nous voyons désormais la réalité dans des tons jaunes. Kant croyait que Kant considère que nous comprenons le monde à travers des filtres, comme ces lunettes, mais ce filtre, en réalité, est l'esprit humain qui détermine la façon dont nous vivons toutes les expériences que nous vivons. Donc, tout ce que l'on perçoit a lieu dans le temps et dans l'espace, et tout changement est produit par une cause. Toutefois, cela n'est pas dû à la façon dont la réalité est, de fait, mais plutôt à la contribution du filtre de notre esprit. Donc, bien que nous ne puissions jamais retirer ces lunettes que sont l'esprit humain, nous pouvons reconnaître son existence et comprendre qu'elle affecte la façon dont nous vivons nos expériences comme un tout. C'est là l'un des rôles de la métaphysique, comprendre notre rapport à la réalité. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec l'expérience de la dérive dans le quartier de Floresta? Ça veut dire que nous avons fait l'expérience du monde qui nous entoure à travers les sens, de façon phénoménique, comme il le dit, à travers deux formes basiques de connaissance, la façon synthétique et son contraire, la façon analytique. La connaissance synthétique requiert l'expérience ou l'observation et nous fournit des informations nouvelles qui ne sont pas nécessairement contenues dans le signifié des mots ou les symboles que nous utilisons. Et la connaissance analytique est ce que nous tenons comme la vérité, par définition, et qui n'apporte aucune nouvelle connaissance. Enfin, il existe la connaissance a priori, qui est définie comme étant ce qui est indépendant de l'observation. Donc, avec l'expérience de la dérive,
Les étudiants qui ont participé n'avaient pas de connaissance a priori du 4e district, ni même du quartier Floresta. Et il est également impossible de faire abstraction d'un quartier de la ville qui est passé par tant de transformations socio-spatiales, comme nous l'avons vu, une connaissance analytique ou une vérité absolue qui définirait le quartier Floresta. Avec cela, nous avons cherché à promouvoir, à travers ces expériences, la formulation d'une connaissance synthétique, d'une expérience sensorielle. Ce qui est curieux, c'est de voir que même sans connaître la région, beaucoup ont réussi à absorber un sens de l'identité avec l'espace. Ils se souvenaient de certaines rues ou des quartiers de leur ville natale qui ressemblaient aux endroits où nous nous trouvions alors que nous visitions, et cela les guidait et les conduisait à choisir, par exemple, quelle rue leur semblait être la plus sûre en termes de sécurité, laquelle aurait un potentiel pour avoir, laquelle avait des plus belles façades, des bâtiments avec des plus belles façades, tout cela à travers des déplacements intuitifs et la logique de la superposition des mémoires d'autres endroits qui nous a aidé donc à révéler cet imaginaire collectif du quartier Floresta. C'est ainsi que nous, pour reprendre maintenant certains concepts que j'ai mentionnés tout à l'heure, on peut synthétiser cette expérience de la façon suivante. Tout d'abord, l'imagination comme de l'espace, comment est l'espace à partir de ces images historiques sur les affiches, passe également par l'intuition sensorielle pour pouvoir comprendre l'imaginaire collectif de l'espace et réveiller certains imaginaires possibles concernant l'imaginaire urbain. Et la pratique collective également consistant à imprimer ces affiches peut produire des ancrages, des aspirations, voire des utopies pour les individus, puisque de nombreux habitants du quartier s'arrêtaient pour regarder l'expérience, pour activaient eux-mêmes une mémoire de la façon dont existait l'espace avant, dans le passé, mobilisant donc des possibilités d'analyse de l'abandon du patrimoine, pouvaient constater avec tristesse les ruines qui étaient sur place et alimenter aussi certains imaginaires pour des scénarios futurs également. Voici quelques images des affiches que nous avons collées. Et enfin, je voudrais vous parler d'une référence importante qui est celle du professeur Michael Hayes, professeur d'histoire et architecture de Harvard, qui décrit le processus subjectif d'apparition et de la pratique de l'imagination architecturale. Pour lui, l'architecture a le pouvoir de créer des images, de diffuser des vérités sur le monde en leur donnant une apparence physique et esthétique. Toutefois, il ne comprend pas l'architecture comme étant un langage, mais plutôt comme une façon de faire émerger des manières de penser le monde sans lesquelles il ne serait pas disponible. C'est-à-dire que l'architecture donne vie à ce qui se trouvait alors seulement dans l'imagination, donne des objets et des représentations à des figures du monde des idées. Et ces images de pensée n'ont pas moins de revendications sur le réel que les images de la philosophie, comme nous l'avons vu. Et il affirme également que l'objectif de ces expériences… je conclus en affirmant que l'objectif de ces expériences n'est pas de mobiliser une liste de résultats finaux, mais plutôt de proposer plusieurs interprétations, la construction d'un imaginaire pour ceux qui ne connaissaient même pas Porto Alegre, et encore moins évidemment le quartier Floresta, mais également ont rendu possible une réflexion de ceux qui vivent depuis des années dans le quartier, dans la mesure où les mémoires imprimées dans l'espace à travers ces affiches les ont conduits à questionner le quotidien, à s'interroger sur le quotidien et sur le futur de ce quartier. L'objectif donc du projet Deriva a consisté à travailler avec la sensibilisation, la mémoire et la subjectivité collective. Merci. Pourquoi pas tenter de promouvoir un sens de l'identité, même chez ceux qui sont étrangers à cet espace, en exploitant par exemple à travers les imaginaires, la connexion entre le passé et le présent et générer des questionnements sur les projections futures du 4e district. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien, alors on va bon événement à toutes et à tous. Du côté français et européen, avec la proposition, la présentation d'Olivier Okidanwi qui va intervertir avec moi. Enfin, je pense que
Olivier est prêt. Voilà. Alors, le temps qu'il s'installe, donc je vous livre l'intitulé de sa présentation, donc la description outillée par la photographie méthodologique d'une double écriture pour une enquête sur l'urbanité. Le temps de se positionner. Alors, bonjour. Excusez-moi pour l'installation. En fait, je vais vous montrer un diaporama. Donc, vous avez eu un titre pour cette présentation que vous avez rappelé, Vincent, qui a un peu changé. En fait, donc j'ai décidé plutôt de faire un topo méthodologique, comme c'était la proposition que j'avais faite ici. Je propose de donner des exemples, Ouais, ça va faire. D'accord, je me rapproche. Voilà, plutôt que de vous expliquer de vous l'expliquer, je préfère vous le montrer. Donc, simplement pour vous dire quelques éléments de contexte. Donc, c'est un travail qui est issu d'une thèse sur la ville de Saint-Étienne, une thèse qui consiste en une enquête ethnographique de terrain. Et les images sont utilisées, et donc c'est ce qui explique ma présence ici, c'est vraiment le volet images. Alors, la proposition consistait à dire que les images peuvent porter un sens en elles-mêmes et qu'elles ne sont pas de simples illustrations. Voilà, donc en fait, j'ai pris des photographies pendant des marches urbaines et je vais vous montrer certaines de ces photographies en essayant de vous montrer comment une intrigue, un réseau de sens émerge de ces images. Donc voilà, je passe au diaporama. Alors, voilà. Donc oui, le titre que j'ai redonné finalement, c'est la trame grise de la ville, puisque je vais vous parler de gris, voilà, et de couleurs. Alors, juste une chose, enfin deux toutes petites choses avant d'entamer la lecture des images. Une définition assez simple de la forme que j'ai trouvée chez Merleau-Ponty, qui est la suivante. Une forme, c'est un phénomène dans lequel le tout est antérieur aux parties. Et puis, une deuxième chose qui concerne donc le gris, qui est un champ chromatique, c'est-à-dire une couleur complexe qui en intègre plusieurs et qui peut prendre différentes nuances. Alors, je suis parti d'une image princeps, qui est cette image-là, qui serait le centre de l'intrigue d'une certaine manière. Il y a quelque chose dans ce mélange de gris, de blanc, crème et de noir qui fait sens. Alors, peut-être que c'est un peu clair, mais je pense qu'on se rend compte quand même un petit peu. Alors, j'ai fait plusieurs choses. Il y a eu une description des images dont je n'ai pas le temps de vous parler, mais simplement, il faut quand même dire que c'est passé par un travail de redescription des images. Et donc, cette redescription, je peux en dire deux mots, qui sont les suivantes. D'abord, ce qui frappe dans l'image, c'est que les piétons sont cantonnés à des trottoirs assez étroits sur les bords, alors que l'avenue est assez large. Et que quelque chose, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est qu'une structure chromatique émerge qui articule qui articule la masse des couleurs des façades qui sont repeintes pour la plupart dans un blanc crème, et puis différents éléments plus sombres qui sont présents à la surface des bâtiments et que la pluie fait également ressortir. Qui sont des lignes sombres. On peut y voir un treillis de traits noirs, notamment par les ferronneries qui sont peintes en noir. Et on voit surtout que peut-être de la poussière s'incruste dans les saillies, dans les petites saillies et les modénatures des bâtiments. Et il me semble que là, il y a quelque chose qui fait sens, qui fait forme peut-être,
et notamment un certain mélange on va dire d'une élégance, puisque c'est un quartier plutôt avec de beaux bâtiments du 19e, et puis avec quelque chose qui est de l'ordre plutôt d'une certaine poussière, et qui fait sens parce qu'en fait, on a affaire à un environnement industrieux et poussiéreux d'une certaine manière. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'en suivant l'intrigue chromatique, comme ce que je propose de faire, on aurait une distribution de certaines choses entre elles et donc une relation de différentes choses que je propose de suivre, donc, qui est une distribution à la fois de signification, mais aussi une distribution sociale. Donc peut-être qu'une intrigue à la fois sociale, matérielle, historique, avec certains acteurs, certains personnages, comme la couleur, comme la matière, comme l'humidité aussi, parce que vous allez voir, les photos ont beaucoup été prises par temps humide, eh bien, peut-être que cela forme une intrigue, un réseau intéressant à suivre, enfin, en tout cas, qui ouvre peut-être des pistes. Je vous montre une image suivante qui a été prise à quelques mètres c'est le contre-champ. On se trouve, on a quelque chose d'un peu plus négligé ici, on voit peut-être un peu plus de saleté, mais on a toujours un petit peu une teinte grise d'ensemble, gris taupe. On voit qu'il y a eu un travail donc, sur les couleurs qui fait peut-être assez classe. Voilà. Et là, pardon, oui, si c'est bon. Là, nous sommes un peu plus bas, donc sur la place Anatole France. On a, je crois, un gris. Alors, oui, si, ça va, c'est peut-être perceptible. Hein. On a un gris qui est plus clair, on a du lisse aussi, du propre, une certaine coordination des teintes et des couleurs, plus homogène peut-être. Donc, voilà, du lisse, du propre, un gris, pour le coup, vraiment gris, hein, avec peut-être une teinte bleutée. Donc, voilà, il faudrait décrire hein, les images, mais pierre de taille ancienne, peinture plutôt blanche, asphalte de la chaussée et asphalte des trottoirs qui font forme. On est encore un peu plus bas derrière la Bourse du Travail, pour ceux qui connaissent, sur le flanc d'une colline. Et là, on a une autre configuration qui se dessine avec du râpeux, un peu plus de râpeux, de granuleux, bien sûr le rouge des briques, enfin des tuiles, pardon. Une forme de bâti moins noble qu'auparavant, on a une maçonnerie plus sur le côté, et une autre coordination, enfin, non, on garde, voilà, c'est ça, une certaine coordination à travers la couleur et l'entretien. Il me semble que c'est un peu vite dit, mais l'idée c'est ça, que le propre et le sale cohabitent, le lisse et le rugueux, l'entretenu et le un peu négligé. Et si on continue cette marche, on se retrouve ici un peu plus bas, donc du côté du quartier de Beaubrun, et on voit que on perd quelque chose de notre forme, quelque chose dans la coordination de ces entités dont j'essaie de parler depuis tout à l'heure, se perd ici. Et ce n'est pas tant du fait des formes architecturales que peut-être du violet, du mauve du bâtiment de gauche. Et puis peut-être, là, on a un contre-champ du même endroit et on voit également que là, il y a un vert sur le côté qui joue en fait une autre histoire, qui joue une autre intrigue, qui peut-être voilà. L'idée, c'est de dire que peut-être là, il y a quelque chose de notre forme de départ qui articulait ces différentes choses se perd. J'avance un petit peu. On se retrouve du côté là, plein quartier de Beaubrun. C'est un autre gris qui apparaît. C'est aussi une autre lumière, un endroit plus sombre, un peu encaissé. On n'est plus du tout dans le gris perle de la place Anatole France et dans le lisse, mais dans un ton plus noir charbon, plus diffus, qui s'étend un petit peu, qui fait un peu tache d'huile. On arrive au terme. Alors, quelques mots de conclusion, oui. Là, on est sur le parc de Beaubrun, du puits du musée de la Mine, et on voit tout le travail paysager qui a été fait justement par Michel Corajou notamment
sur les matériaux et sur des teintes, en fait, hein, dont on peut retrouver, voilà, quelque chose comme une intrigue chromatique avec les couleurs de la terre, des gris et du noir charbon. L'idée, donc, c'est de prendre ces entités au sérieux, ces petites entités, et de se dire on peut construire la ville avec eux, et on aurait peut-être là une intrigue à suivre dans la ville. Et donc, j'avais prévu de vous montrer pas mal d'autres photos, et notamment le centre. Le centre est assez intéressant, puisque je crois qu'il essaye de jouer une autre histoire, en fait, bien sûr, par une couche de peinture, par un blanc crème, et puis par un pavage qu'on voit surtout sur, notamment, cette image, par exemple, et celle d'après. Donc voilà, l'idée, c'était de suivre une espèce de configuration chromatique et de se dire que les images en elles-mêmes nous mènent, nous conduisent, nous amènent, peuvent nous amener quelque part, mais que ça impose de les regarder vraiment, de les suivre vraiment, et d'essayer de les décrire sur des choses comme la couleur, puisqu'en fait, cette histoire, évidemment, cette intrigue, et je termine, elle est sociale, elle est matérielle. Voilà. Et donc, il y aurait peut-être possibilité de faire, à travers des photographies, une sorte de micro-atlas, et de suivre ces entités, hein, de suivre ces petites entités qui sont peut-être juste des nuances de couleurs, mais aussi des matériaux différents, qui sont aussi des lieux, et qui configurent des formes et qui tiennent ensemble des entités et qui sont importantes pour la ville. Voilà. Donc, désolé d'avoir dépassé. C'est pas simple. Merci. Donc, on va enchaîner. Alors, je crois qu'on ne m'entend pas bien, mais je ne sais pas comment faire mieux du côté de nos collègues brésiliens. Donc, nous allons donner la parole à Ricardo Luis Silva. Est-ce que Ricardo... Oui, je le vois donc à l'écran. Bonjour. Et donc, je vous donne la parole. Oui, bon dia. Oui, bonjour. Ça va? Vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. En premier lieu, je voudrais féliciter les organisateurs. Et bonjour ici au Brésil et bon après-midi pour vous ici en France. Et féliciter les organisateurs pour organiser cet état, parce que c'est très difficile. Voilà, vous voyez mon écran, non? Oui. Je vais vous présenter mon travail, un court texte pour aider les gens de la traduction. J'espère ne pas lire trop rapidement ou ne pas créer des problèmes. Je suis Ricardo, je suis professeur du centre universitaire Senac et je vais vous présenter un travail que j'ai développé dans cette première partie de notre pandémie. Et je vais vous présenter donc un essai visuel. C'est une autre façon de parler et de faire des recherches. C'est écrire par les images, faire des recherches par les images et penser par les images, faire des images. En ce moment de changement dans lequel nous vivons, nous sommes dans un état suspendu, dans une quarantaine apparemment trop longue, sans contact avec les autres urbains et ce qui constitue la vie urbaine. Et notre société se voit là sans perspective, avec des perspectives visuelles, parce qu'elle est confinée dans un espace limité et intérieur, et sans perspective de futur, parce que les plans et les futurs sont mis en suspens. Et cet essai est une tentative de mettre en sédiment et de révéler notre vie quotidienne pendant la pandémie de COVID-19 au Brésil. Je suis un collectionneur
Je suis une personne qui fait des listes de choses, des choses que je regarde, des choses qui me regardent, qui m'interpellent, qui me constituent. Je suis également un flâneur urbain, la ville comme un lieu pour regarder dans l'œil de l'autre, pour me constituer à partir du regard de l'autre. Un jour, l'écrivain français Georges Perec m'a dit « Fais des listes, catalogue l'ordinaire qui est autour de toi, donne une raison existentielle au quotidien qui compose nos vies. » Prends note de ce qu'on ne voit pas, de ce qui n'a aucun sens d'être perçu, collectionne. Et j'ai pris donc cette posture très benjaminienne du collectionneur. Collectionner, cataloguer le monde des objets quotidiens et ordinaires, de précieuses banalités quotidiennes sans la moindre qualité, des choses qui passent inaperçues aux yeux de ceux qui viennent voir le monde, la ville. Comme l'a dit un jour Susan Sontag, dans un monde qui est en passe de devenir une vaste mine à ciel ouvert, le collectionneur devient une personne engagée dans un travail consciencieux de récupération. Comme concept, la collection fait partie intégrante des formulations humaines, comme la mémoire, la transformation des mots en langage, le développement de l'enfant et son rapprochement avec le monde. Collectionner est un acte de mémoire, de production de connaissances historiques, de décontextualisation des objets dans l'espace et le temps. Collectionner, c'est revendiquer pour soi la possibilité de posséder le monde, ne serait-ce qu'une partie insignifiante de celui-ci, ou même d'entrer en relation avec l'autre, dans le cas des objets anciens, ou trouver et collecter. Collectionner, c'est cataloguer, faire un inventaire, organiser, décontextualiser, resignifier, recréer, réexister. Collectionner, c'est dépouiller l'objet de son sens utilitaire, lui donner une autre place dans un monde des objets. C'est activer des tiroirs, des coffres, des malles, des boîtes. Collectionner, c'est marcher, se frustrer, se mécontenter, continuer. Collectionner, c'est un geste philosophique, une façon de se conduire devant les gens, un exercice de mémoire plein d'avenir, un regard sur le passé et le futur en même temps. Alors, je collectionne des choses et je fais des listes. Ce sont des listes de choses que je trouve en marchant et j'habite la ville. Soudain, nous sommes confrontés à une pandémie sanitaire mondiale. Le Covid-19 est arrivé au Brésil et nous choisissons, pour essayer d'aplanir la courbe, la quarantaine et l'isolement social, le slogan « Fique em casa », restez chez vous. Avec cela, on a besoin de mettre en pratique une distanciation sociale temporaire qui semble durer un certain temps et qui nous met en suspension. On perd la puissance du regard de l'autre momentanément. Nous sommes isolés, faisant notre quotidien dans la sphère domestique. Nous avons perdu radicalement le contact avec la rue, avec l'imprévisibilité de l'espace public, avec la rencontre avec l'inconnu. Nous sommes coupés du nécessaire choc urbain des subjectivités, des extériorités, de l'extérieur. Tout à coup, tout est devenu intérieur. Et heureusement, mon statut de professeur d'université m'a permis d'avoir mon bureau à domicile, le home office, ce qui m'a permis de passer l'extérieur à l'intérieur. Et cette rupture avec la ville s'accentue. Détaché de la ville, mon corps s'isole. Et isolé, regardant par la fenêtre de la chambre du petit appartement, je vois la ville et en elle, non plus les autres, mais plutôt leurs fenêtres. On échange le regard de l'autre, comme le dit Maria Ritakel, avec le regard de la fenêtre de l'autre. L'œil ne serait-il pas la fenêtre de l'âme? Eh bien, là encore, en suspension, il y a une possibilité de reprendre les affections constitutives typiques de l'espace de la ville. Je me penche sur cette nouvelle possibilité et je me reconnais dans l'autre à travers la fenêtre, la sienne et la mienne. Mais alors, ce serait quoi? Fenêtre ou miroir? Une perspective du monde qui existe là-bas dehors, transformée en un registre, un document, ou alors un reflet de moi-même, une reconnaissance, un autoportrait.
miro, isolado, e Je registro. regarde, isolé, et j'enregistre ce nouveau quotidien. Je prends note du quotidien de l'autre, qui est à moi aussi, et je fais une nouvelle liste des choses qui sont vues en isolement. Merci. Merci, Ricardo. Et donc, ça va être mon tour de prendre la parole. Donc, je vais confier le micro à Arthur pour que je ne sois pas trop long. Ah, ok. Excusez-moi, quel est le prochain intervenant, s'il vous plaît, que je regarde si j'ai son texte? C'est Vincent Anthony. Vincent Véchambre. Vincent Véchambre, entendu, Voilà. merci. C'est tout bon pour vous? Voilà. C'est bon, oui. Alors, il faut que je parle bien près des deux micros. C'est bien ça. Voilà. Alors, Exactement, merci beaucoup. bien, tout d'abord, un grand merci aux organisateurs pour cette invitation qui m'a permis de poursuivre des réflexions sur les représentations de l'espace dans le cadre de la bande dessinée, du genre bande dessinée. Et je me suis permis, un petit peu comme Olivier d'ailleurs, de modifier au dernier moment le titre pour cette séance d'aujourd'hui. Et donc, pour emprunter ce terme d'imagerie, Georges-Henri Lafont a fait allusion ce matin à ce travail d'André Vente, bien connu à Saint-Étienne, géographe comme moi d'ailleurs, qui avait pu formuler ainsi sa thèse d'État, imagerie et urbanisation, le cas de Saint-Étienne. Et donc, je vous propose de réfléchir rapidement à cette question de la conception, de la fabrication et de la diffusion des images telles que la bande dessinée le réalise et telles que la bande dessinée y contribue plus largement au même titre que le cinéma, au même titre que les jeux vidéo d'ailleurs. Il y a été fait référence tout à l'heure, et je pense qu'il y aurait des travaux d'ailleurs qui sont pour partie en cours à confronter avec ceux que l'on peut mener sur la manière dont le cinéma et la bande dessinée contribuent à la circulation et à la construction et à la circulation des images de ville. Alors je prendrai un point de vue qui est celui du point de vue francophone, qui est en quelque sorte un des trois pôles de production et de diffusion de la bande dessinée mondiale, au même titre donc le pôle japonais et plus largement asiatique avec les mangas et que le pôle nord-américain avec les comics. Je me pencherai plus particulièrement sur une des villes qui va ressortir de cet examen que j'ai pu réaliser rapidement de la mobilisation et de l'identification des villes les plus mobilisées pour ce qui concerne donc la production de bandes dessinées. Et donc je terminerai donc le propos sur le cas parisien, hein, qui, vous allez le voir, ressort très nettement dans le contexte de cette analyse de la production de bandes dessinées, encore une fois vue du point de vue franco-belge, hein, puisque c'est l'expression consacrée pour désigner le pôle francophone en matière de production de bandes dessinées. Donc, pour le premier temps que j'expose ici, donc je me suis basé sur une source qui est celle de la BDTech d'un site qui s'appelle BDGest, qui est probablement un des sites à l'usage que j'ai pu en faire les plus riches du point de vue de cette base de données de 336 000 bandes dessinées, alors francophones, mais pas seulement. On trouve également de très nombreux titres étrangers dans un grand nombre de langues, même si, encore une fois, ce site étant un site français, il est forcément franco-centré. Alors, ce site-là m'a permis de comptabiliser à différentes échelles l'occurrence de noms de villes
dans des titres de bande dessinée et dans des titres de série. La notion de la série est importante dans le genre, donc j'ai pu comptabiliser les deux, à savoir le nombre d'albums et le nombre de séries, dans lesquels on va trouver un certain nombre de noms de villes. À l'échelle française, cela donne ce classement-là. Vous avez entre parenthèses la position de ces différentes villes dans le classement des villes par leur taille. Et donc sur ces 10 premières villes telles qu'elles apparaissent sur le site de BDGest, on retrouve incontestablement Paris très très loin devant, mais peut-être de manière encore plus accentuée que lorsque l'on confronte la capitale avec les tailles des villes des métropoles régionales. Et ce qui est intéressant aussi, 2 villes qui n'apparaissent pas dans les 10 premières villes françaises ressortent dans ce comptage. Une ville qui charrie un imaginaire portuaire et marin et océanique, qui est la ville de Brest, et puis la ville d'Angoulême, qui est le siège d'un festival mondial, de taille mondiale, un des principaux festivals, sinon le principal. Si on change d'échelle pour aller à l'échelle européenne, on voit apparaître un certain nombre de villes qui sont des villes iconiques, des villes emblématiques, Rome, Londres, Berlin, Venise, et puis Bruxelles, qui a une place toute particulière, puisque c'est l'autre pôle, effectivement, de ce genre franco-belge dont je parlais en introduction. En changeant encore une fois d'échelle, on voit apparaître quelques villes qui se hissent dans les premiers rangs, que sont Tokyo et New York. Je suis désolé, je n'ai pas vu de ville sud-américaine. J'ai cherché ni brésilienne ni argentine dans ce classement. Mais ce qui est intéressant, c'est de retrouver ici, finalement, sans surprise, les 3 grandes villes qui sont les plus présentes dans le catalogue de l'exposition qui a eu lieu à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine en 2010, Archi et BD, la ville dessinée. Il y avait effectivement 3 villes qui donnaient lieu à des chapitres en propre, à savoir New York, première icône, c'est là que sont apparues les grandes productions de bande dessinée dans les magazines new-yorkais, et notamment l'univers de Little Nemo de McKay, qui a effectivement diffusé cette image de la ville états-unienne, la ville des gratte-ciel. Paris pour toujours, j'y reviendrai dans la deuxième partie, et Tokyo, l'empire des signes, la grande ville asiatique qui nourrit également tout un imaginaire de la bande dessinée. Alors je passe sur ce point-là que je n'aurai pas le temps de développer de manière compréhensible. Donc j'ai essayé d'amorcer une comparaison avec la manière dont les villes sont, je dirais, apparues dans des classements sur des bases de données qui se réfèrent cette fois-ci à des titres de films, puisque c'est effectivement une comparaison qui peut être esquissée et intéressante. Pour ce qui concerne donc le deuxième temps donc sur le cas parisien, alors je l'ai amorcé à travers d'abord ce catalogue d'exposition dont je vous parlais tout à l'heure, qui, selon Jean-Marc Thévenet, met en évidence 3 idées que j'ai discutées par la suite. Un imaginaire parisien qui resterait très stéréotypé, autour des monuments, des larges boulevards, des brasseries, un recours à la ville de Paris de manière plutôt réaliste, et à partir des années 90 avec l'évolution de la bande dessinée très autobiographique, et enfin un univers parisien qui se prêterait peu à l'anticipation, au fantastique, et donc à une littérature de bande dessinée qui pousserait dans ses retranchements finalement le contexte urbain parisien, contrairement à Tokyo et New York qui sont au contraire très présents dans ce genre de littérature. Je me suis inspiré d'Henri Garrick dans sa réflexion sur la représentation de la ville, qui pour lui passe par 3 figures majeures que sont le nom de la ville, on en a parlé, Paris qui apparaît en tête. 1 minute, Vincent. Oui, je savais que ça serait très très dur. La carte, et je n'y reviens pas, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un article qui est en ligne sur MapMonde sur la carte et la bande dessinée, et le parcours, et c'est là où j'ai testé une méthodologie à partir d'un tout petit échantillon, qui est donc un échantillon de 10 bandes dessinées qui s'inscrivent finalement dans le contexte parisien. Et donc, je me suis amusé à recenser la première case et la dernière case, le début et la fin d'un parcours, pour essayer de voir ce qui pouvait ressortir de cette analyse, encore une fois, qui est un test pour envisager un corpus plus significatif. Donc, une dizaine de BD qui vont de 1980 à 2017. Mézières nous montre à la fois quelque chose de très iconique, une brasserie parisienne, mais on voit déjà apparaître dès 1980 la banlieue et les tours de logements sociaux. Chez Tardy, qui est l'auteur emblématique
hein, qui a le plus représenté Paris, y compris sous forme de carte, j'y faisais référence tout à l'heure. Je conclus en montrant des images, en fait. Donc, ceci n'est pas forcément très représentatif des stéréotypes parisiens, donc des constructions métalliques, hein, que ce soit sur la Seine ou sur le canal Saint-Martin avec du Puy-Berberian. Nous voyons émerger fortement l'architecture moderne, hein, chez un Blutsch ou chez un Frezzato, avec les tours parisiennes. Paris n'est pas une ville de tours, mais malgré tout, on en trouve un certain nombre depuis les années 70. Et puis enfin, des figures qui sont intéressantes de banlieue. Donc là, la tour, une des tours nuages d'Émile Ayot à Nanterre, le bidonville de Nanterre. Chez Rochier Gilles, l'alimentation générale, la petite épicerie arabe, comme on la qualifie très volontiers, qui sort du stéréotype de la brasserie. Et pour conclure, je dirais donc que Paris est sans doute une des villes, sinon les plus représentatives de la bande dessinée, en tout cas une des plus BD-géniques, si vous me permettez ce néologisme. Et puis une ville qui, je dirais, ne se prête pas forcément à la reproduction ad libitum des mêmes stéréotypes, mais il semblerait, à travers ce petit échantillon, qu'on voit apparaître un renouvellement de l'imagerie parisienne, en mobilisation de l'architecture contemporaine et un élargissement à la banlieue, comme Tardy l'avait fait d'ailleurs très précocement dès les années 70. Voilà, je vous remercie et désolé pour le dépassement. Alors, du coup, on va pouvoir passer aux échanges. Je vous propose de rester par là et puis de faire le lien entre nos collègues qui sont à l'écran, que je vais remettre d'ailleurs de manière à ce qu'on les voit mieux. Alors, le truc rouge. Voilà, merci. Et puis, on va procéder comme pour les posters, c'est-à-dire... Alors, je n'ai pas, moi, accès, mais quelqu'un a peut-être accès à des éventuelles questions en ligne. Alors, est-ce que sur Zoom, il y a des questions? Discussion. Je n'arrive pas à accéder aux discussions, mais c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Voilà. Donc, apparemment, moi, je ne vois pas de questions en ligne, donc on va les susciter soit en présentiel, soit en distanciel. Arthur? Merci, Vincent. Je vais commencer de parler en português. Eu gostaria de propor uma questão para a Letícia e para a Eliane. J'aimerais proposer une question à Laetitia et Eliane. A respeito dessa experiência realizada em Porto Alegre, que me pareceu muito rica, muito interessante. Au sujet de leur expérience qui me semble particulièrement riche et particulièrement intéressante. Si tu as la possibilité, Arthur, de parler dans l'autre micro, ce serait mieux parce que je ne t'entends pas très bien. Je suis désolé. Eu gostaria de ouvi-las sobre a produção de imagens. Se além au sujet de la production d'images et savoir se além daquela montagem entre uma imagem de outro tempo e um mapa, se houve a au-delà du montage entre la carte et le temps, s'il y a eu une production. Uma produção original de imagens fotográficas pelos participantes da Deriva. Original d'images photographiques réalisées par les participants du projet Deriva. Merci. Est-ce que la question a été entendue? Donc, elle était adressée à Laetitia et Eliane. Aparece aqui no chat, desculpa, gente. A Letícia escreveu: estou com problemas no microfone. Laetitia a écrit qu'elle a des problèmes avec son micro. Elle vous demande une petite minute, s'il vous plaît. Laetitia se reconnecte. Reconnecte son micro, plutôt. Je vois aussi, je me permets de regarder le chat là, et il y a une question qui a été posée par Karina Leitan également. Si Laetitia a des... Ok, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui.
Alors, bon, l'activité a fait partie de cet événement, de cette rencontre régionale d'architecture. Et nous avions un photographe qui documentait la dérive, le groupe, disons, cette balade que nous avons fait dans le quartier Floresta. Comme nous revenions pour l'événement, qu'il y avait d'autres workshops et que l'événement avait une base physique et que ces workshops avaient lieu dans la ville, nous retournions donc après la dérive et donc nous n'avions pas véritablement un moment pour nous réunir, pour réunir des iconographies. C'était simplement voilà, des cercles de discussion. Donc malheureusement, non, nous n'avons pas de documentation des participants. Nous avons seulement les photos que moi et Eliane nous avons prises ou alors les photos que le photographe qui accompagnait le groupe a prises. Donc, c'était plutôt restreint, disons, à une expérience et à un cercle de discussion ensuite que nous avons réalisé. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Sim, muito obrigado, Letícia. Oui, merci beaucoup, Laetitia. Est-ce que vous voulez que je traduise la question qui a été posée dans le chat, Arthur? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Alors, nous avons ici une question de Karina Oliveira Leitão qui demande à Ricardo Silva, qui demande si malgré toutes les limites de la pandémie, ces collections semblent ne pas avoir perdu leur richesse. Comment cela a été de réinventer, disons, se réinventer, comment ça a fonctionné, cette réinvention pour que ces collections puissent continuer d'être si complexes? Voilà, je ne sais pas si j'ai pu traduire correctement la question. Ouais. Je dirais peut-être que dans un premier temps, ça a été un exercice peut-être consistant à garder l'esprit sain, en fait. Garder un peu la santé mentale, la santé un peu humaine aussi. Voilà, donc je dirais que le début de cet exercice a été véritablement a consisté à essayer de respirer un peu. Parce que voilà, c'était un contexte d'emprisonnement en fait assez intense. Et ensuite, cet exercice consistant à marcher, à flâner un peu pour, en tout cas plutôt se balader parmi les façades plus que par les rues, parce que je pense que cet exercice de marcher dans la rue consiste un peu à trouver les impondérables à chaque pas que l'on fait. Donc, je pense que quand on marche par les façades, les façades des immeubles voisins, a consisté justement à reprendre un peu cet exercice consistant à trouver de possibles impondérables et voilà, entrer en relation avec cette question du miroir et trouver une certaine familiarité avec ces voisins que je ne connaissais pas. Et avec le temps, tout cela nous a permis de construire, en tout cas moi, j'ai pu construire des processus méthodologiques. À certains moments du jour, de la journée, j'étais à la fenêtre, en marchant, entre guillemets, et à observer, en essayant de construire des relations de l'ordre de la méthode, notamment. Donc, je pense que la complexité s'est maintenue, puisque c'était un exercice méthodologique que j'utilisais dans la ville, mais que j'ai adapté à ce nouveau contexte. En fait, le plan change. Le sol a été creusé, disons, à la surface des façades. Et par chance, comme j'habite à un étage assez élevé, assez haut, j'ai une vue dans le centre de São Paulo, il y a beaucoup de façades là où j'habite. Donc, c'était presque un exercice, en fait, de dérive aussi, le long des façades. Je me saisis de ces derniers mots de Ricardo pour faire la remarque, mais c'est sans doute aussi les organisateurs qui l'ont voulu ainsi, la remarque selon laquelle la plupart de ces présentations, finalement, découlent de parcours, de dérives, de marches urbaines, ce qui est en soi déjà un parti pris
finalement, un parti pris de penser et de voir, de vivre la ville finalement sous un angle particulier, une vitesse particulière, à l'aune du corps, alors que finalement ces grandes villes sont d'abord des villes automobiles, hein, même si de ce point de vue-là, des évolutions se font jour. Voilà, donc je voulais vous interroger les uns les autres là-dessus. Est-ce que finalement votre point d'observation, votre prisme d'observation est représentatif d'une manière de vivre la ville, ou au contraire un contre-pied assumé par rapport, encore une fois, à des villes encore extrêmement automobiles, ou en tout cas sillonnées aussi par les transports en commun. Voilà. Est-ce que cette question de la marche, cette question de la déambulation, de la dérive est vraiment un parti pris chez vous? Oui. En fait, não sei se é uma pergunta para todos ou foi. Eu começo então. Je ne sais pas si c'est une question dirigée à tous. Alors, je vais commencer en acceptant cette provocation. Comme je marche beaucoup, je flâne beaucoup et j'insiste sur cela avec mes élèves à l'université comme un exercice méthodologique comme méthode de lecture, de connaissance, de reconnaissance. Alors, avoir un peu cette connaissance et reconnaissance de soi-même également. Peut-être que oui, c'est une conduite, c'est une prise de position, c'est un acte révolutionnaire. Mais je pense que je provoque mes étudiants dans mes travaux, toujours. Il y a toujours ce moment, pas d'opposition, mais d'addition, je dirais. S'il y a cette possibilité de marcher, c'est parce qu'on a également la possibilité de la vitesse de la voiture, de le transport collectif. Et il y a également la possibilité du transport collectif et la possibilité de se mouvoir seul de façon isolée, qui va être partagée avec les dérives collectives à certains moments. Moi, je crois beaucoup, non pas en une opposition, mais plutôt, je ne sais pas une superposition, mais une combinaison peut-être, c'est le meilleur mot, comme possibilité de se placer face à la ville. À mon sens, beaucoup de nos problèmes ont surgi justement de cette construction des oppositions. Ça, c'est mieux que ça. Il y a cette possibilité ou cette autre, alors que l'intention est de comprendre comme ceux qui sont dans les voitures, dans les transports publics, sont également des marcheurs, disons, ou des flâneurs qui voient les choses sous une autre perspective et qui sont en train de se mouvoir également à une autre vitesse. Alors que quand on marche, on a une certaine vision, alors que quand on est dans une voiture, dans un autobus, disons, on a un regard encadré, disons, par une fenêtre. Ce sont des positions différentes. Merci. Olivier? Non, mais en fait, c'est une question assez compliquée, en fait, cette histoire de la marche. C'est-à-dire que la ville, on la vit dans le mouvement, je crois, nécessairement. Donc, finalement, je ne pense pas que ce soit une posture. C'est intéressant, effectivement, que presque tout le monde ait utilisé le mouvement, la marche, parce que la ville, c'est la mise en rapport de différentes choses, de différents lieux. Et en revanche, je crois il pourrait y avoir une intrigue, et d'ailleurs, moi, dans mon corpus photographique, il pourrait y avoir une histoire avec justement quelle est la place, comment se répartissent piétons et voitures. Et ça, je crois que c'est l'histoire des villes en général, puisque si vous prenez au hasard des banlieues américaines ou Dubaï, on voit que la place de la voiture n'est pas tout à fait la même que dans une ville comme Saint-Étienne ou un centre piéton ou Paris, etc., etc. Donc toute cette histoire de la coexistence entre piétons et voitures est au cœur de la question de la ville. Mais en tout cas, je crois que plus fondamentalement, le mouvement, enfin la ville,
c'est forcément le mouvement parce que sinon on serait sur des lieux, on pourrait rester sur un lieu. Alors après, il pourrait y avoir effectivement l'étude d'un lieu urbain. L'exception étant celle proposée par Ricardo, mais justement, parce que là, cet isolement est contraint, cet isolement est subi, mais ça nous montre par, je dirais, contre-coup, que l'on n'est pas dans l'état d'une ville qui fonctionne de manière ordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, Lise me montre une... C'est ça, il y a une question dans le chat, c'est ça? Il y a 3 questions. Il y en a une de Carina pour... Então, eu gostaria de... Je voudrais poser une question et, si vous me le permettez, prendre le rôle, disons, de modérateur en quelque sorte, dans le sens où je vais essayer de regarder d'une façon transversale ce qui a été dit et les notes que j'ai prises, si ce n'est pas inconvénient. Allez-y, au contraire. Non, non. Tá. Bom, em primeiro lugar... En premier lieu, en regardant les choses d'une façon transversale et ce qui a été dit, il est très intéressant de voir que dans 3 œuvres, la question de la représentation est centrale au thème. La représentation faite par d'autres personnes, dans le cas des BD, dans le travail. Vous me pardonnez, dans le de Guillaume et Laurent et dans le travail. Excusez-moi, je vais devoir ouvrir là le programme. Voilà. Dans les travaux de... Encore une fois, pardon. Enfin, c'est intéressant que dans les présentations, je vous demande pardon. C'est intéressant que dans 3 des présentations, la question de la représentation, de travailler avec la représentation de tierces personnes, dans le cas des BD, par exemple, ou dans le cas avec les photos de photographes spécialisés sur l'urbain. On suscite toujours un imaginaire qui semble suivre une idée de la ville et qu'il me semble nécessaire de penser transversalement. Et je dis ça en pensant surtout à la question de la photo comme disons, un registre systématique du chaos, de la façon absolument chaotique selon laquelle les villes sont produites aujourd'hui. Dans les BD, dans quelques-uns des auteurs qui ont été montrés, la question de la ville comme chaotique, convulsive se présente également. Et dans l'un des discours d'un de mes collègues, un aspect très intéressant a surgi. Ça a été la question des jeux, des games, des video games. Alors, la question, c'est comment cet imaginaire de la ville se communique entre la photo, entre les BD, entre les jeux. Comment est-ce que ça compose une idée de la ville qui me semble être critique et d'une certaine façon hostile, représentant un défi à la vie des habitants. Alors, je voudrais demander et réfléchir un peu sur cet aspect dans les interventions qui ont été faites justement sur la photo et les BD, comme l'ont dit mes collègues. C'est dans les interventions 1, 2 et 4. Je ne vais plus dire le nom des auteurs parce que je me suis perdue là. L'autre travail qui m'a frappé et a soulevé une question, c'est quand on a
vu le travail sur Porto Alegre, où la question de la dérive a un rôle central. D'une certaine façon, cela surgit également dans le travail de Ricardo et dans le travail présenté par Olivier. Et là, j'ai une question qui me semble très appropriée à la façon d'explorer l'urbain qui va privilégier la dérive et les formes de représentation photographique ou par dessin tout au long des trajets de ce parcours par la ville. Alors, j'ai toujours une question, et c'est une question que j'ai étudiée beaucoup, c'est cet usage de l'architecture et de l'urbanisme que l'architecture et l'urbanisme font pour analyser ces moyens de représentation, pour faire leur analyse et leur diagnostic. C'est très normal, surtout dans les cours d'architecture, d'utiliser la photo et de penser ces moyens comme un diagnostic, comme quelque chose qui est un instrument par rapport aux autres disciplines. Par exemple, un projet urbain ou quelque chose d'autre. Il y a, d'un autre côté, une tension par rapport à l'idée d'être auteur. Dans quelle mesure il y a un auteur? Comment est-ce qu'on prend un parti face à l'urbain comme auteur? Et il y a souvent également un aspect plus esthétique, comme étant, disons, celui qui va orienter les registres photographiques tout au long de cette dérive. Alors, je voudrais soulever cette question pour ces travaux qui ont la dérive comme thème central. Comment est-ce que vous voyez ce rôle commun de la dérive et des moyens de représentation comme diagnostic? Autrement dit, un rôle d'instrument dans le domaine de production des connaissances de l'architecture et de l'urbanisme. Et finalement, comment est-ce que je vois donc ces productions visuelles comme quelque chose qui a un rôle esthétique et politique très bien délimité et caractéristique de ces travaux. J'espère avoir été clair dans mes questions sur deux questions que je voulais formuler. L'un donc pour les travaux qui ont la pratique de la dérive et d'autres qui travaillent donc sur la production de tierces personnes. En répondant à la question sur mon travail présenté avec Victor, sur comment ça a été de travailler avec les constellations numériques et les plateformes numériques. Ce que je veux souligner ici, c'est que dans la présentation, dans ce travail que j'ai guidé et présenté, l'idée de travailler avec la quantité. Je voulais parler, je dis par là, l'excès d'images sur l'urbain. Alors, c'est pour ça qu'on a fait ce choix de ce site avec 300 images, avec un regard très divers sur l'urbain. Alors, pourquoi travailler avec la saturation des images à un moment où c'est vraiment dominant? Les images qui parlent souvent avec le domaine de l'urbanisme et qui circulent dans des milieux artistiques, dans des milieux de production artistique. Et là, la question de la conception de collection de Benjamin et la tentative de travailler comme cela ont été essentielles pour la formation de ces constellations. Et pour répondre directement à la question, travailler dans Miro est la seule possibilité que je vois comme possible pour construire ces constellations. Et en même temps, c'est très limité. On réduit cela à un écran d'ordinateur,
Mais par contre, c'est la plateforme qui me permet d'établir des associations d'une façon plus ouverte, sans une systématisation trop structurée. Alors, je vois que ça ouvre des possibilités dans le numérique. Si je pensais ouvrir ces photos sur une table comme des images imprimées, ce serait possible d'avoir une vision plus riche, plus articulée et plus critique également de ces images. Merci Luciano. Merci de m'avoir écouté. Merci Luciano. Et, on va se prendre quelques pardon minutes. d'avoir extrapolé le temps. Merci, vous ouvrez effectivement un certain nombre de pistes. On ne prétendra pas répondre dans les 2-3 minutes qui nous restent peut-être, mais au moins peut-être entendre donc Quentin. Alors peut-être par rapport à la question qui portait justement sur les corpus, enfin sur les travaux qui portent sur des corpus d'images de villes qui sont produites non pas par le chercheur ou par les chercheurs, mais par d'autres acteurs. Voilà, alors il y avait une question en ligne sur la manière dont vous avez constitué ce corpus et peut-être par rapport à ce que disait Luciano, comment cet imaginaire de ville se communique du point de vue de votre réflexion et comment se compose une idée de la ville qui pourrait, selon Luciano, sembler critique. Est-ce que vous retrouvez quelque chose de cet ordre-là dans votre corpus d'art brut? Alors, je parle bien là. Alors, pour la partie critique, c'est toujours un peu particulier parce que ça fait des extrapolations, ça fait parler un peu à la place des artistes. Donc, il faudrait leur demander directement, notamment à Norimutsu Kokubo et puis Marcel Schmitz, qu'on peut, je pense, aisément contacter, ça serait possible. Par contre, pour la question des sources, merci beaucoup, c'est une bonne question. C'est des personnes qui ne sont pas complètement secrètes dans le champ de l'art brut. C'est des personnes qui ont déjà été exposées. Donc moi, j'ai vu notamment les dessins de Willem van Genk à Paris. Ils sont exposés aussi à Lausanne régulièrement à la collection d'art brut. Et pour le travail de l'artiste japonais, je l'ai trouvé par Internet, comme vous le disiez dans votre question. Voilà, ça reste une bonne manière de les trouver. Et puis le dernier, Marcel Schmitz, je l'ai découvert par le biais d'ateliers de création qui ont été faits à Lyon et en fait qui servaient à montrer que l'art brut, c'était pas tout le temps les fantasmes d'un art de la solitude. En fait, là, le vivre à Francisco, c'est bien une forme d'art brut qui est aussi née qui a été en partie développé dans le cadre d'un partenariat. Donc, ça vient casser aussi des vieilles idées ou plutôt les raffiner. Donc voilà, c'était pour ça que c'était intéressant. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Merci beaucoup pour les questions en tout cas. Merci à vous. Est-ce qu'on a encore le temps d'une réaction sur la question de la dérive qui a un rôle central dans la réflexion d'un certain nombre de nos collègues? Alors, ça peut être adressé soit à Laetitia, soit à Ricardo, soit à d'autres, ou à Olivier d'ailleurs. Voilà, qui souhaitait peut-être compléter son propos sur la pratique de la dérive. Laetitia? Je pense que sur la façon dont on voit la dérive comme moyen de diagnostic et d'analyse, il nous faudrait relier ça à des activités de construction d'une cartographie, peut-être prendre des cartes que les participants utiliseraient pour essayer de se placer et pour faire que la dérive devienne une pratique de diagnostic ou d'analyse dans les ateliers. Il nous faudrait peut-être avoir cet ajout. Mais avec la vitesse avec laquelle on a dû faire ça, dans le cadre d'un événement bien plus grand, nous nous sommes vus limités à la dérive en elle-même. Nous ne sommes pas parvenus à avoir des résultats concrets parce que l'expérience, le processus lui-même, était le résultat. Mais je crois que c'est quelque chose qui serait intéressant de mettre en pratique, surtout dans un cadre strict où on voit cette discussion des espaces
Nous avons un laboratoire d'expérience de plusieurs universités. La mairie même a fait des études sur cela. Et même sans avoir des détails, nous avons une idée que les agents publics, les professionnels ne vont pas marcher ou parcourir les espaces. Il y a plutôt cet aspect d'analyse des cartes et du contenu qui est déjà disponible sur Internet ou d'autres façons. Et je pense que ce serait très positif de mettre en pratique justement cette dérive ou cette flânerie, pour ainsi dire, ou ce parcours, parce que c'est guidé par les sensations et ça pourrait avoir une influence sur les projets futurs et sur les images et la photographie. Dans l'expérience en elle-même, celles-ci ont servi pour enregistrer. Alors, s'il y a eu des réactions, quelle a été la réaction esthétique, par exemple, des choses que nous avons placées sur l'espace. Nous n'avons pas une idée très définie de cela. Nous sommes revenus sur ces espaces. Quelques objets avaient été arrachés. Mais je crois qu'on a eu ce rôle justement de mettre en question comment ces espaces ont été, quelles sont les possibilités, comment on peut imaginer d'une façon collective le futur de ces scènes. Je crois que c'est ça. Merci, je vois Arthur qui me fait un petit signe. Puisque nous sommes censés poursuivre à 16 heures, on a déjà un petit peu dépassé la table ronde suivante, altérité imaginaire. Voilà, donc merci beaucoup aux intervenantes et aux intervenants. Et puis, donc nous cédons la place au panel, comme on dit, suivant. Merci.